Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du cycle de conférences Ma Champagne au patrimoine mondial. Ce cycle constitue une véritable collection de contenus avec plus de 30 conférences déjà réalisées, qui ont tout un objectif commun, permettre au plus grand nombre de s'approprier ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire ce qui fonde l'inscription de notre territoire et sa reconnaissance à l'échelle mondiale. Mais au-delà de cette définition, ce cycle vise surtout à rendre cette notion vivante, concrète et accessible. La Champagne inscrite au patrimoine mondial, ce n'est pas seulement un paysage viticole, c'est un ensemble beaucoup plus riche qui mêle des paysages, une histoire, des savoir-faire, des acteurs économiques, des dynamiques sociales et des enjeux contemporains très forts, comme le climat ou l'aménagement du territoire. C'est précisément cette diversité que le cycle cherche à explorer. Les conférences proposées couvrent un spectre très large, comme vous pouvez le voir, ce qui permet à chacun d'entrer dans le sujet par une porte différente. Par exemple, des conférences sur les fondamentaux du patrimoine mondial, d'autres sur le paysage et le patrimoine, des spectres historiques et culturels, des conférences plus scientifiques sur la question environnementale, d'autres sur des questions de société et du territoire, et enfin des conférences plus tournées vers l'action et l'avenir, comme les engagements, les stratégies de gestion, et bien sûr le plan de gestion qui nous réunit sur cette conférence aujourd'hui. Au fond, ce cycle répond à un enjeu simple, mais essentiel. Faire en sorte que chacun, habitant, élu, professionnel, partenaire, comprenne, s'approprie et partage les enjeux du patrimoine mondial. Parce que cette inscription ne peut vivre que si elle est portée collectivement. Alors, le lien avec la conférence d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette logique. Après avoir exploré de nombreuses dimensions du patrimoine champenois, nous abordons aujourd'hui un sujet structurant et stratégique. Comment ce patrimoine est piloté, organisé et projeté vers l'avenir. Autrement dit, comment on passe de la connaissance à l'action. La conférence numéro 33 s'inscrit dans une séquence particulière, celle des 10 ans de l'inscription, mais surtout dans celle d'après. Alors nous venons de célébrer les 10 ans de cette inscription des coteaux Maison Cave de Champagne. Et 10 ans, c'est à la fois un temps de bilan, un temps de fierté collective, mais aussi un moment de responsabilité, car cette reconnaissance n'est pas acquise, elle engage, et elle nous oblige à préserver, transmettre et à faire vivre ce patrimoine dans la durée. Alors avant de commencer, je vous propose de revoir en images cet album souvenir des 10 ans de l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial. Il y a 10 ans, la Champagne était en fête. Adopted. L'UNESCO inscrivait ses coteaux, ses maisons et ses caves au patrimoine mondial. Elle la révélait au monde entier et à elle-même. Depuis 10 ans, la Champagne s'ouvre, évolue et s'embellit. Nous tous, champenois, pouvons en être fiers. Jamais, continuons à partager, à entretenir et à enrichir cet héritage exceptionnel. Restons rassemblés et engagés pour assurer tous les succès à la Champagne et la transmettre aux générations futures.
toute l'année. Partout sur le territoire, nous avons célébré la Champagne qui a rendu célèbre le champagne. Vive le champagne qui pétille dans nos verres, vive la Champagne qui pétille dans nos cœurs, et comme le disait Pierre Cheval le 4 juillet 2015 à Beaune, bonheur et champagne pour tout le monde. Alors, 10 ans et après, la vraie question qui nous rassemble aujourd'hui est simple. Que faisons-nous de ces 10 ans? Comment préparons-nous les 10 prochaines années? C'est tout l'enjeu du plan de gestion qui est le fil conducteur de notre conférence. Mais avant d'entrer dans le détail du plan de gestion, il est important de rappeler une chose essentielle. L'inscription au patrimoine mondial n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une responsabilité. Une responsabilité qui nous est confiée par l'UNESCO et au-delà par la communauté internationale. Mais concrètement, cela signifie que nous devons préserver l'authenticité et l'intégrité du bien, transmettre ce patrimoine aux générations futures et rendre compte régulièrement de la manière dont nous le protégeons et le faisons évoluer. Cela implique aussi d'être capable de concilier protection du patrimoine, développement du territoire et adaptation aux grands défis contemporains, notamment le changement climatique. Et c'est précisément là que le plan de gestion prend tout son sens. Parce qu'au fond, le plan de gestion n'est pas un document administratif, c'est l'outil qui nous permet d'assumer concrètement cette responsabilité collective. Écoutons une interview de l'ambassadrice de France, Véronique Roger-Lacan, qui nous explique ce point. Bonjour, je suis Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France, déléguée permanente de la France à l'UNESCO. Alors l'UNESCO a été créée en 1945 sur les décombres des 2 guerres mondiales en réalité, pour faire de sorte que l'ignorance qui avait conduit à ces désastres puisse être surmontée. L'acte constitutif de l'UNESCO prévoit que c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que naît la guerre, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être cultivées les graines de la paix, en apprenant aux habitants de la planète la culture des uns et des autres au moyen d'éducation, de sciences et d'information et de communication. Sur cette base-là, au fur et à mesure que l'UNESCO a évolué, des conventions ont été adoptées, dont la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, sur la base duquel la candidature des coteaux, maisons et caves de Champagne a été inscrite au patrimoine mondial. Pour ma part, je considère donc que la Champagne est désormais, comme moi, une ambassadrice de France à l'UNESCO et qu'elle a comme objectif de promouvoir l'universalisme de la Charte des Nations Unies, la valeur universelle exceptionnelle qui a été reconnue aux caves, maisons et poteaux de Champagne, lui confère ce rôle d'ambassadrice non seulement de France, mais aussi de l'universalisme des valeurs universelles. Et voilà pour moi le rôle de cette inscription des coteaux, caves et maisons de Champagne au patrimoine mondial en 2015. Alors, le plan de gestion, en fait, on en a déjà eu un, puisqu'en fait, en 2015, lorsque nous avons été inscrits, on a dû déposer un plan de gestion, c'est obligatoire aujourd'hui. Et donc, ce premier plan de gestion qui s'est déroulé sur les 10 premières années a vraiment posé et a été construit au moment de l'inscription. Il a posé le cadre, en fait, les bases de la protection du bien, de sa mise en valeur et de la coordination entre les acteurs. Celui qui vient d'être finalisé, donc le 2025-2035, lui, il est construit à partir
de ce premier retour d'expérience, en fait. On a changé vraiment d'échelle, puisqu'on a intégré ces 10 premières années, ce retour d'expérience, et aussi on a intégré de nouveaux enjeux, la question du réchauffement climatique notamment, et de la médiation. Et surtout, il a été construit avec une méthode participative renforcée. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail tout de suite, car cela sera présenté dans quelques instants, mais il faut retenir une chose. Ce plan de gestion, il est co-construit, il est concret et il est orienté vers l'action. Parce que il n'a pas été le fruit uniquement d'un travail imaginé par la mission. C'est un travail collectif qui a rassemblé les collectivités territoriales de notre territoire, les services de l'État, la filière Champagne, les acteurs de l'aménagement, de l'environnement, de la culture, de l'attractivité et du tourisme, le monde scientifique et bien sûr l'ensemble des partenaires locaux, nos mécènes, notre grand mécène, le Crédit Agricole du Nord-Est. Des ateliers et des échanges de débats ont nourri tout ce travail. Cette diversité fait vraiment la richesse et la solidité de notre plan de gestion et je tiens ici à remercier chaleureusement l'ensemble des contributeurs ainsi que les structures qui ont accueilli ces temps de travail. Ce que vous devez retenir, ce que nous aimerions que vous reteniez, c'est que nous avons une chance immense. Nous sommes les gardiens d'un patrimoine reconnu mondialement. Que le plan de gestion, ce n'est pas une contrainte, c'est une boussole, une manière de savoir où nous allons. Et il ne vient pas d'en haut, il est le fruit vraiment d'une ambition collective. Et surtout, chacun a un rôle à jouer, comme acteur ou comme ambassadeur. Et comme le disait Pierre Cheval, l'inscription sera ce que les Champenois en feront. Alors, nos conférenciers du jour, pour approfondir ces sujets, alors on a déjà le plaisir d'accueillir Elisabeth Quérel, qui est consultante spécialisée dans les sites du patrimoine mondial et qui accompagne depuis près de 20 ans des territoires en France, même plus lointains, dans l'élaboration de leur plan de gestion, mais aussi de d'autres sujets comme les périmètres, les zones tampons, enfin des sujets très pointus. Et puis nous accueillerons ensuite Séverine Couvreur, la présidente de la mission, et Jacques Doidy, le vice-président du conseil scientifique, qui a été responsable du groupe aménagement du territoire qui a accompagné cette révision du plan de gestion et qui viendront ensuite tous deux échanger sur les enjeux et les perspectives du plan de gestion. Alors, merci à tous. Je leur laisse maintenant la parole. Merci Amandine, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette conférence sur le plan de gestion auquel j'ai eu la chance de contribuer en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je vais donc vous parler de certains aspects les plus techniques, j'imagine, du plan de gestion. Pour commencer ici, la première étape de l'élaboration de ce plan de gestion qui a été le fait de réaliser le bilan de la mise en œuvre de celui qui avait été élaboré au moment de la candidature. Les éléments clés de ce bilan, nous avons pour commencer le fait que ce plan de gestion, ce premier plan de gestion, ait permis l'inscription du bien Coteaux-Maison et Cave de Champagne dès le premier examen au Comité du patrimoine mondial. Ce n'est pas forcément la norme, ce n'est pas obligatoire et un certain nombre de biens français ont eu besoin de 3 passages en Comité du patrimoine mondial pour être inscrits. Donc on est déjà sur un premier élément très positif du bilan. D'autre part, et d'expérience, c'est vraiment très rare, nous avons un bilan très positif aussi sur la mise en œuvre des actions, puisque 32 des 35 actions prévues dans ce plan de gestion avaient été menées à bien, ce qui prouve une bonne anticipation des enjeux de gestion et une véritable volonté de ne pas avoir indiqué des intentions un peu vagues, mais d'être vraiment rentré dans le concret. La preuve, la majorité des actions ont été mises en œuvre. 2 actions ont tout simplement été un peu décalées dans le temps et n'étaient pas tout à fait terminées au moment où on a réalisé le bilan, ce qui est quand même tout à fait entendable. Et d'autre part, on avait une action qui n'avait pas été engagée, tout simplement parce qu'elle avait finalement pas été jugée prioritaire. Et c'est une action sur laquelle nous avons choisi de retravailler dans le cadre du nouveau plan de gestion pour mettre en face des actions peut-être plus adaptées. On constate aussi une très forte capacité d'adaptation de la mission, puisqu'on a de très, très, très nombreuses actions qui n'étaient pas prévues au plan de gestion et qui ont été mises en œuvre. Ça a été une part importante de ce bilan qu'on a réalisé. On peut citer un certain nombre d'actions qui ont été menées dans ce cadre-là, la charte éolienne, la charte photovoltaïque,
le fait aussi d'aller jusqu'au contentieux juridique pour intervenir sur un parc éolien qui risquait de nuire à la valeur universelle exceptionnelle du bien. Donc, on a une capacité de la mission à s'adapter et à faire face aux enjeux qui ont émergé après l'inscription. Et on a également une mission Coton-Maison et Cave de Champagne qui est un acteur reconnu par l'ensemble de ses partenaires et en particulier par les services de l'État, puisque la mission contribue à nourrir les avis qui sont réalisés par les services de l'État sur un certain nombre de projets. Donc c'est une véritable reconnaissance de la technicité de la mission et de son utilité dans la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ce bilan a aussi permis de réaliser que le deuxième plan de gestion se faisait dans un cadre profondément différent du premier. Nous n'étions plus dans une phase de candidature, donc il n'y avait plus besoin de convaincre des experts internationaux, mais qu'on était probablement dans un virage où il s'agissait d'engager un véritable projet de territoire par le biais de ce plan de gestion et de mettre en avant une valeur qui avait été au cœur de la candidature et au cœur des 10 premières années de gestion, qui est très spécifique à ce territoire, que j'ai vu dans peu d'endroits, qui était l'émulation comme moteur, avec une volonté de davantage mettre en valeur les initiatives et les réussites et les bonnes pratiques réalisées par les partenaires et les gestionnaires du territoire, plutôt que de se concentrer sur des aspects peut-être plus négatifs ou essayer d'à tout prix réglementer un certain nombre de choses. Et donc, on s'est rendu compte que ce moteur particulier du territoire champenois était sans doute un moteur intéressant à exploiter dans ce deuxième plan de gestion. On a aussi souhaité que la démarche soit aussi ascendante que possible et participative. Vous allez le voir, ça a été un défi puisque le territoire est vaste. Mais ça correspondait à une véritable volonté de la mission Coton-Maison et Cave de Champagne et d'autre part à un véritable enjeu pour ce territoire. Donc l'idée était un maximum d'acteurs puissent participer à l'élaboration de ce plan de gestion et évidemment ensuite à sa mise en œuvre. En ce qui concerne le document en lui-même, ça a été évoqué tout à l'heure par Amandine, il se veut concret, pratique, opérationnel, conçu donc comme un guide de l'action et pas donc comme un dossier à instruire, comme ça avait été le cas pour le premier plan de gestion. Les pilotes et les partenaires ont été désignés dès la conception de chaque action et pas après coup. Donc, on a fait émerger des pilotes naturels et des partenaires naturels pour chaque action. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et quelque chose qui avait été demandé dès le début par la mission Coton-Maison et Cave de Champagne, ce document plan de gestion, malgré toute la volonté de le rendre aussi pratique et aussi opérationnel que possible, c'est avant tout un guide de l'action pour des partenaires un petit peu spécialisés dans leur domaine. La mission Coton-Maison et Cave de Champagne nous a demandé au bureau d'études de réaliser également une déclinaison grand public qui est en cours de finalisation et qui se veut voilà, réellement orientée à destination des habitants, qui peut aussi être un moyen d'entrée pour de nouveaux élus, par exemple, ou de nouveaux techniciens qui seraient appelés à être les partenaires de la mise en œuvre du plan de gestion, et qui permet en une vingtaine de pages de s'approprier les différents enjeux et d'avoir une entrée comme ça assez donc grand public pour comprendre les enjeux et l'utilité de ce document. Et après, évidemment, le document plan de gestion est aussi téléchargeable sur le site de la mission pour les personnes qui souhaiteraient rentrer dans le détail. J'ai mis en dessous une frise des grandes étapes d'élaboration de ce plan de gestion, avec à partir du lancement la réalisation d'un diagnostic partagé, un état des lieux de la gestion commun, un état des lieux aussi des grands enjeux auxquels on allait devoir faire face à l'avenir pour essayer de mettre des actions en face. Ensuite, donc, une phase logique d'élaboration d'actions, avec dans un premier temps une étape de réflexion sur des propositions d'action qu'on a volontairement voulu aussi larges que possible, et ensuite une phase d'approfondissement où on les a davantage passées au tamis de ce qui était faisable en termes de moyens humains et financiers dans les années à venir. Nous avons souhaité garder dans le plan de gestion que les actions dont nous étions certains que nous allions pouvoir les mettre en œuvre. Et ensuite, une phase finale de rédaction de fiches actions, qui sont les éléments qui décrivent le programme d'action pour les 10 prochaines années. Et ensuite, la rédaction et l'édition du document plan de gestion qui regroupe l'ensemble des autres éléments du dossier. Donc, un certain nombre de reprises de la description de l'historique du bien, des éléments de valeur universelle exceptionnelle, le bilan de mise en œuvre du premier plan de gestion, la philosophie d'élaboration du deuxième plan de gestion et ensuite le corpus de fiches actions. Ce document a ensuite été envoyé à l'ensemble des partenaires et a fait l'objet d'une validation le 10 février dernier
ainsi que la signature d'une charte de gestion dont je vous reparlerai un petit peu juste après. En termes de retour d'expérience et donc de quelle manière cette méthodologie de plan de gestion s'appuie sur les expériences des autres sites français inscrits au patrimoine mondial, ceux que j'ai eu l'opportunité d'accompagner en tant que bureau d'études, mais aussi toute l'expérience des autres sites qui est partagée au sein de l'Association des biens français du patrimoine mondial, qui est une ressource profondément utile pour ce genre de travail. Nous avons un premier élément qui me paraît vraiment très important. Les acteurs de la gestion bien bien font, alors j'ai mis presque parce qu'inévitablement c'est pas toujours le cas, mais très majoritairement font toujours très bien leur travail. Un bien est toujours déjà géré avant une candidature, pendant une candidature et évidemment à l'issue d'une candidature. Ce qui est peut-être le seul écueil dans cette gestion que chacun fait déjà dans le respect de ses compétences et de son territoire délimité, c'est que chacun le fait justement dans le respect de ses compétences et de son territoire délimité. Et souvent, ce qu'il peut manquer, ce sont des espaces de partage, de mise en coordination et en cohérence de l'action. Et je pense réellement que ce sont ces espaces de partage et l'animation de ces groupes de travail thématiques et d'animation d'instances de gestion comme le comité de biens qui sont au cœur du réacteur de la gestion. On pense plan de gestion en termes de documents à élaborer. Mon credo professionnel et avec lequel on était complètement aligné avec la mission Coton-Maison et Cave de Champagne, c'est que finalement le document est un instantané de où on en est de la gestion. Il a vocation à être caduque au bout de 6 mois si on a continué à mettre en œuvre un certain nombre de choses et à voir évoluer et émerger de nouveaux enjeux. Ce qui compte vraiment finalement et qui est chronophage, mais qui produit réellement de la gestion, c'est le fait de continuer à animer et à réunir régulièrement ces espaces d'échange. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément important. Un autre élément, c'est que à partir du moment où on rédige des documents en chambre ou à partir du moment où on plaque des solutions parce qu'on les a déjà mises en œuvre ailleurs, on n'obtient pas le même niveau d'implication, évidemment. Donc, si ce qu'on souhaite, c'est que les acteurs de la gestion s'approprient les enjeux et élaborent un plan de gestion qu'ils sont susceptibles de mettre en œuvre, le mieux, c'est de les associer le plus tôt possible, puisque voilà, quand on a participé à quelque chose, forcément, on ne se l'approprie pas de la même manière. Par ailleurs, un plan de gestion qui serait trop savant, trop complexe, qui se veut très technique et qui souhaite aborder dans le détail tous les sujets, se retrouve malheureusement bien souvent à prendre la poussière sur une étagère. Nous souhaitions réellement, avec ce plan de gestion, en accord avec la mission Coton-Maison et Cap de Champagne, créer quelque chose qui soit un réel outil pratique de pilotage et de coordination de l'action d'ensemble des gestionnaires du territoire et donc du bien. Et puis, aussi, ne pas écrire des actions trop théoriques, mais bien être dans la pratique. On dit souvent les mains dans le cambouis. On souhaitait que les pilotes des actions soient identifiés le plus tôt possible pour s'assurer qu'on inscrivait dans le plan de gestion que des choses qui étaient réellement faisables, qui faisaient sens et qui allaient donc être réellement mises en œuvre ensuite. On parlait tout à l'heure de cette démarche ascendante, participative. Nous avons associé 60 structures, et je ne vous parle pas des structures invitées, hein, ce sont les structures qui ont répondu à l'invitation et qui ont réellement participé à l'ensemble des instances d'animation du plan de gestion et d'élaboration. Donc 60 structures différentes qui ont participé à l'élaboration de ce plan de gestion. C'est un défi, évidemment, mais c'est aussi vraiment, je pense, la richesse de ce plan de gestion. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail des acteurs que nous avons associés, mais donc il y a évidemment les différents organes de la mission Coton-Maison et Cave de Champagne à travers l'équipe technique, le conseil d'administration et le très important conseil scientifique, qui est un véritable pool d'experts qui coopèrent réellement à la gestion du bien et qui jouent un rôle de, entre guillemets, troisième homme, comme on dit, pour la mission Coton-Maison et Cave de Champagne. Les services de l'État ont été largement associés aussi, les services territoriaux, d'urbanisme, les services du ministère de la Culture et du ministère de la Transition écologique déconcentrés et les architectes des bâtiments de France, évidemment. Tous les niveaux de collectivité territoriale de la commune ou de région concernée ont été également impliqués, ainsi que les syndicats mixtes qui portent des schémas de cohérence territoriaux
vous avez, et c'était au cœur de ce plan de gestion, et ce qui en fait sans doute aussi des originalités, une filière professionnelle, puisque on parle d'un paysage culturel qui est l'outil de travail de toute une filière. Donc, on a eu la participation, et c'était important, à la fois du comité Champagne, mais aussi de l'Union des maisons de Champagne, du syndicat général des vignerons, également des maisons de Champagne, en particulier elles-mêmes, qui sont venues, qui ont envoyé des représentants, ce qui était très important. Et puis, tout un tas d'autres acteurs sur différentes spécificités, soit territoriales, soit disciplinaires, avec évidemment le Parc naturel régional de la montagne de Reims, le Conservatoire des espaces naturels, l'Office national des forêts, l'Office français de la biodiversité, toutes les agences et offices du tourisme, le Crédit agricole, qui est un mécène important d'un certain nombre d'actions, Fondation du patrimoine, musées et lieux d'interprétation, associations patrimoniales et de préservation de l'environnement. Et puis pour la partie recherche et formation, les établissements d'enseignement secondaire et supérieur qui sont venus eux-mêmes au groupe de travail nous parler du type d'action qu'on pouvait mettre en place avec eux, ce qui me paraît être vraiment important. Vous avez ici une photo du séminaire de lancement de ces ateliers où vous pouvez voir à la fois le nombre de participants, mais vous pouvez voir aussi, voilà, ils ne sont pas avec des chaises en rang pour recevoir quelque chose de descendant. Ils étaient sous format de table et nous les avons fait travailler sous forme d'atelier dès ce premier séminaire à la mise en place d'un certain nombre de cadres, de règles, de grandes directions sur lesquelles nous pouvions travailler. Et dans le cadre du séminaire notamment, ils ont travaillé sur le diagnostic partagé de la gestion. En termes de domaines de compétences, et encore, je les ai rassemblés par grande famille, il y a donc 12 domaines de compétences qui ont été représentés, parce qu'on aurait pu avoir 60 acteurs et ne parler que de paysage, par exemple. Mais nous avions les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de la planification, des paysages, de la biodiversité et de l'environnement, évidemment la viticulture, l'œnologie, l'agriculture, le tourisme et en particulier le no-tourisme, l'hôtellerie, restauration, mobilité et transport, économie et finances, patrimoine et histoire de l'art, recherche et enseignement, communication et médiation. Et pour les enjeux de gouvernance locale et de coopération et relations internationales, nous avions également des personnes ressources. C'est un défi, hein, je l'ai dit, d'animer autant d'acteurs pour l'élaboration d'un plan de gestion, et je pense que c'est vraiment du coup l'utilité de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la mission dans ces cas-là. Mais je pense réellement que c'est le genre d'effort qui produit des plans de gestion plus riches, plus globaux et à la fois plus pratiques et plus susceptibles d'être mis en œuvre. Tout ce travail d'animation de tous ces acteurs nous a permis ensuite d'élaborer un programme d'action qui, comme je l'ai dit, est né d'une large concertation et d'un véritable processus de co-construction, avec une finalité claire qui est de préserver, transmettre et valoriser la valeur universelle exceptionnelle du bien. Un enjeu vraiment transversal a été pris en compte qui concerne au premier chef un paysage culturel viticole, mais qui concerne maintenant tous les sites du patrimoine mondial, c'est la prise en compte du dérèglement climatique dans le plan de gestion que nous mettions en œuvre, avec à la fois de quelle manière nous répondions aux mutations inévitables que le territoire doit subir pour s'adapter, et à la fois de quelle manière nous mettions en place des actions qui ne risquaient pas de contribuer à aggraver ce dérèglement climatique. Donc on avait ce double enjeu transversal sur l'ensemble des thématiques qu'on a traitées dans le plan de gestion. Nous avons aussi fait émerger un véritable double rôle de la mission Coton Maison et Cave de Champagne, qui est le pilote majoritaire de, évidemment, un très grand nombre d'actions du plan de gestion, dans le respect de son rôle, mais qui est également, et c'est une évolution par rapport au premier plan de gestion, on a un nombre bien plus grand d'actions qui ne sont pas menées par la mission Coton Maison et Cave de Champagne, pour vraiment permettre aux autres acteurs de ce territoire de prendre toute leur place. Donc la mission Coton Maison et Cave de Champagne va coordonner l'ensemble de la mise en œuvre du plan de gestion, mais chacun dans ses domaines de compétences a pris aussi le lead sur un certain nombre d'actions qui le concernaient plus spécifiquement et qu'on valorise du coup dans le cadre de ce plan de gestion. Donc on valorise aussi la contribution d'autres acteurs dans les missions qu'ils mènent qui contribuent à la préservation de la valeur universelle exceptionnelle.
On a rédigé, pour avoir une vision synoptique, donc globale, des actions qu'on met en place, un tableau de synthèse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous l'ai mis pour information juste après, qui permet de voir l'ensemble des thématiques, objectifs opérationnels, actions, pilotes et partenaires de l'important programme d'action qu'on a élaboré pour les 10 prochaines années et qui, au-delà d'une simple feuille de route ou simple programme d'action, est vraiment le reflet d'une ambition territoriale, d'une responsabilité collective, aussi bien à l'échelle locale, nationale et internationale. Les fiches actions qui constituent le programme d'action sont volontairement très synthétiques. On a parfois des fiches actions très rédigées avec beaucoup de textes qui font 5 à 6 pages. D'expérience, ça finit par nuire à la mise en œuvre des actions et à la compréhension de la globalité du plan de gestion. Donc, le choix qui a été fait avec la mission Coton-Maison et Cave de Champagne, c'est de faire des fiches actions sous forme de tableaux qui font 1 à 2 pages et qui portent les informations clés et qui après peuvent être déroulées de manière plus détaillée dans la mise en œuvre réelle du plan de gestion. Nous avons certaines actions dans ce plan de gestion qui sont très précises et qui correspondent à des projets qui sont réellement prêts à démarrer. Et on a aussi fait le choix de garder un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous souhaitons continuer à travailler dans les années à venir, mais pour lesquelles le plan d'action est moins précis. Donc on a des fiches actions qui consistent davantage à mettre une épingle sur un sujet que la mission souhaite approfondir dans les années à venir avec ses partenaires et où du coup finalement le contenu de l'action pour l'instant consiste à continuer à réunir des groupes de travail sur cette thématique-là. Voilà pour information à quoi ressemble le tableau de synthèse. Ce n'est que la page 1. Donc vous avez une idée du caractère assez ambitieux du plan de gestion qui correspond finalement au degré de très bonne technicité et de la mission et du territoire qui sont très mûrs dans leur appropriation de la gestion. Donc voici pour les premières thématiques de paysage, patrimoine bâti et souterrain, protection, urbanisme et planification, l'adaptation au dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité, et la connaissance, la médiation et la programmation culturelle, avec à chaque fois objectifs opérationnels, actions, pilotes, partenaires, et la suite des actions avec les enjeux notamment de développement touristique et économique et de gouvernance du bien et de coopération à l'échelle du territoire, à l'échelle des autres biens du patrimoine mondial en région Grand Est, à l'échelle nationale et la coopération internationale avec des biens similaires ou rencontrant des enjeux similaires. Vous avez, vous le voyez, au total 43 actions à mettre en œuvre. Et donc, je l'ai dit, souvent la mission Coton-Maison et Cave de Champagne en guise de pilote, mais assez régulièrement d'autres acteurs qui en ont la charge. Comment ensuite on fait vivre le plan de gestion pendant 10 ans? Ce qui compte, c'est d'une part le contenu des fiches actions. Pour chaque fiche action, vous avez la thématique, l'objectif opérationnel et le titre de l'action, des éléments de contexte qui sont soit ce qu'il s'est fait dans les années précédentes dans ce domaine-là, soit les raisons pour lesquelles on a fait émerger cet enjeu dans le plan de gestion ici. Le ou les pilotes, les partenaires de l'action, le calendrier de mise en œuvre, les moyens humains et financiers mobilisés et, on en reparlera juste après, les indicateurs d'évaluation. Les pilotes et partenaires de chaque action ont émergé naturellement à l'occasion des groupes de travail, ce qui était très important. Lorsqu'on a élaboré les programmes d'action, on s'est demandé à chaque fois qui était le pilote naturel de l'action et quelles étaient les autres instances qui étaient susceptibles de collaborer techniquement, financièrement, réglementairement à la mise en œuvre de l'action. Donc chaque fiche action et le tableau reprennent tout ça. Et ce ne sont jamais des pilotes à qui on a forcé la main, évidemment, systématiquement. Soit ils ont donc émergé naturellement et on a confirmé auprès d'eux qu'ils étaient d'accord pour mettre en œuvre l'action. Soit ils ont été volontaires et dès le départ, on trouvait naturel de dire qu'ils allaient s'occuper de coordonner ou d'accompagner l'action en question. Donc, le plan de gestion en lui-même fait plus de 200 pages, même si les fiches actions, elles, font quand même un petit peu moins. Ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir un volet engagement aussi, puisqu'un plan de gestion en lui-même est arrêté par le préfet de région, mais ça va être le reflet de l'engagement de l'État français à transmettre ce plan de gestion à l'UNESCO. On a souhaité rendre un peu plus formel l'engagement de tous ceux qui avaient collaboré à ce plan de gestion à le mettre en œuvre. Donc, on a, au moment de la signature finale du plan de gestion, signé également une charte de gestion qui donc reprend les grands éléments de contexte de l'élaboration de ce deuxième plan de gestion 10 ans après l'inscription.
reprend aussi une grande ambition, liste les acteurs de la gestion et la répartition des rôles et compétences des uns et des autres, liste aussi les grands engagements et les grandes thématiques du plan de gestion et l'engagement de ces acteurs à le mettre en œuvre. Et pour finir, décrit la composition des différentes instances stratégiques et techniques qui sont appelées à continuer à se réunir pour mettre en œuvre ce plan de gestion et donc le programme d'action. On a souhaité, dès l'élaboration des fiches actions du plan de gestion, se doter de critères d'évaluation pour s'assurer d'abord de leur pertinence et simplifier ensuite le pilotage de la mise en œuvre du plan de gestion. On a d'une part, et de manière assez classique, des indicateurs de réalisation qui nous permettent de savoir dans quelle mesure on a mené l'action à bien et dans quelle mesure euh, les différentes étapes ont avancé, à quelle vitesse, et est-ce qu'on a bien mis en œuvre ce qui était initialement prévu. Et on a après des indicateurs de résultats pour permettre de savoir dans quelle mesure l'action, une fois mise en œuvre, a permis ou pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. L'idée est de réaliser des bilans annuels de mise en œuvre du plan de gestion qui pourront être réalisés grâce aux indicateurs de réalisation et de faire évoluer éventuellement soit le contenu des fiches actions, soit les modalités de mise en œuvre selon ce qui sera choisi à chaque fois. Et d'autre part, ça va énormément simplifier la réalisation d'un bilan à l'issue de la mise en œuvre de ce plan de gestion, puisque c'est toute la beauté de cet exercice, c'est qu'il faudra le réaliser à nouveau à l'issue des 10 ans pour permettre le maintien de l'inscription au patrimoine mondial d'une part, mais pour d'autre part avoir cette chance-là de nouveau mettre tout le monde autour de la table et réfléchir à quels sont les nouveaux enjeux à 10 ans. Et c'est sur cet élément que je souhaiterais conclure. C'est toute la force, et c'est pour ça que la voyez passer souvent, cette citation. Elle est tellement juste, la citation de Pierre Cheval, juste après l'obtention de l'inscription. Cette inscription sera ce que vous en ferez. Obtenir une inscription au patrimoine mondial, ça paraît fou parce que c'est le fruit d'un travail énorme, mais ça n'est que le début. Et une fois qu'on a reçu cette distinction, qui est rarissime, là on enregistre cette conférence juste avant le Comité du patrimoine mondial 2026, qui n'a pas encore eu lieu. Il n'y a à l'heure actuelle que 54 sites qui ont cette distinction en France, et la France est le troisième ou le quatrième pays sur les 196 États parties de la Convention en termes de nombre de sites inscrits. C'est vraiment un privilège d'obtenir une inscription au patrimoine mondial, et c'est important de le rappeler. Et une fois qu'on l'a obtenue, il s'agit de la conserver. Donc, vous êtes à l'heure actuelle tous gardiens de cette inscription et responsables de son maintien finalement. Euh, Réaliser des plans de gestion de manière périodique, remplir les rapports périodiques qui permettent de rester inscrits, c'est, entre guillemets, rendre des comptes à l'UNESCO, parce qu'on le leur doit. On est les dépositaires de cette inscription, mais le message qu'on a essayé de faire passer dans l'élaboration de ce plan de gestion, c'est que c'est avant tout une chance de pouvoir élaborer ce document. Certains vont toujours vivre le renouvellement de leur plan de gestion comme une contrainte, se mettre ensemble autour de la table pour discuter de où l'on va et de comment on y va ensemble. C'est en fait une véritable opportunité. Et là où j'ai vraiment apprécié de travailler sur ce territoire, c'est que j'ai parfois eu besoin d'en convaincre certains acteurs sur d'autres territoires. La spécificité de la Champagne, c'est qu'entre la mission Coton-Maison et Cave de Champagne et l'ensemble des gestionnaires du territoire, je suis arrivée sur un territoire qui en était déjà profondément convaincu. Et c'est, je pense, ce qui a permis d'arriver avec ce plan de gestion-là à un niveau de résultat qui est assez inédit en termes de qualité. Je suis particulièrement fière d'avoir accompagné un tel document et de résultats auxquels nous sommes parvenus ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, le plan de gestion, ce n'est pas qu'un document et il n'a pas vocation de préférence à caler des bibliothèques. C'est un véritable guide pour mobiliser les bonnes volontés d'une part et coordonner l'action que chacun entreprend dans ses domaines de compétences d'autre part. On est sur une ambition consensuelle, d'où l'intérêt des groupes de travail que nous avons réalisés de manière systématique en plénière. L'idée est d'arriver à des actions qui font tellement consensus que c'est une évidence qu'il faut les mettre en œuvre, que la nécessité de leur mise en œuvre est une évidence. Donc on n'est pas sur la décision de quelques-uns, mais bien une ambition portée par tous ceux qui ont participé à l'élaboration du plan de gestion, du terrain au groupe de travail, en passant évidemment par les instances de gouvernance et l'ensemble des services associés.
Euh, donc, là où on veut en venir, évidemment, c'est que la mise en œuvre du plan de gestion et plus largement la préservation du bien en lui-même, c'est la responsabilité de tous et de chacun. Je l'ai peu évoqué depuis le début, mais une inscription au patrimoine mondial peut se perdre. C'est déjà arrivé à 3 reprises, y compris récemment, y compris en Europe. Donc, il faut vraiment se rendre compte de la réalité, de la menace que représente la perte d'une inscription au patrimoine mondial, et je vous laisse imaginer le type de couverture média que ça génère. Le dernier élément que je voulais citer, parce que j'ai parlé d'une responsabilité de tous et de chacun, si vous regardez cette conférence et que vous ne faites pas partie des personnes qui étaient dans les différents groupes de travail ou si vous ne siégez pas au comité de biens, sachez que chacun peut s'engager dans la mise en œuvre de ce plan de gestion, en commençant par regarder cette conférence, en allant prendre connaissance de la déclinaison grand public et pourquoi pas du plan de gestion si vous le souhaitez. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense, pour la mission, c'est que chacun devienne un véritable acteur du programme d'action, euh, et notamment en participant aux événements qui sont organisés par la mission ou en devenant ambassadeur ou bénévole pour la mission Coton-Maison et Cave de Champagne. Je vous y encourage. Je pense vraiment que c'est important de prendre sa part dans ce genre de grande ambition pour tout un territoire. Merci Elisabeth pour ce témoignage qui éclaire très concrètement la manière dont ce plan a été construit. Pour aller un petit peu plus loin maintenant, je vous propose d'entrer dans le cœur de cette feuille de route 2025-2035 avec un échange à deux voix. Séverine Couvreur, vous êtes la présidente de la mission et Jacques Doisy, vous avez suivi toute la démarche au sein du conseil scientifique dont vous êtes le vice-président. Alors peut-être pour commencer, Séverine, 10 ans après l'inscription, quelle est aujourd'hui l'ambition que porte ce nouveau plan de gestion? Eh bien, l'ambition, elle est à la fois simple et très ambitieuse pour la Champagne. C'est de faire de notre belle Champagne, inscrite au patrimoine mondial, un projet de territoire pleinement partagé avec l'ensemble des acteurs de ce territoire. Voilà, pendant les 10 premières années, on avait, avec Pierre-Emmanuel Tétinger, on avait posé les fondations, on avait construit, structuré, installé la gouvernance de la mission si vous m'y autorisez, dans le paysage des institutions champenoises. Il a fallu faire notre place. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous entrons en fait dans une nouvelle phase, une phase d'appropriation collective, d'engagement de tous pour cette inscription, pour son entretien. Alors, ce plan, c'est pas seulement un document technique, même si Jacques reviendra un peu plus sur la partie technique et Elisabeth nous en a déjà beaucoup parlé en amont. Mais en fait, c'est une feuille de route pour préserver un patrimoine vivant. Et on est très attaché au vivant, mais aussi pour accompagner en fait les grandes transitions de notre territoire. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses avec le changement climatique. Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une manière de tenir l'engagement que nous avons pris tous ensemble en 2015 et de transmettre ce bien le mieux possible aux générations futures dans toute son authenticité et son intégrité, même si justement c'est la partie intégrité qui pourra peut-être poser problème avec le changement climatique. Et c'est tout notre enjeu des 10 prochaines années. Merci Séverine. Mais alors, je comprends qu'on change d'échelle alors Mm. dans cette nouvelle feuille de route. Tout à fait. On change d'échelle, on passe en fait d'un plan qui effectivement était assez théorique et qui structurait plus une dynamique, une envie d'avoir cette inscription et de porter cette inscription. Aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un plan qui doit embarquer le territoire et donc qui a été conçu, comme vous l'avez vu avec Isabelle, avec le territoire, avec les acteurs, pour être encore au plus près de leurs envies et de la façon dont eux, ils le vivent. On a dit que c'était un patrimoine vivant, la façon dont eux, ils le vivent au quotidien. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui, Séverine, de cette nouvelle feuille de route? Alors, il y en a plusieurs, des grands défis, mais j'en ai déjà parlé. Il y en a un de taille et comme je l'ai dit, qui peut aller toucher un des piliers que nous demande de protéger l'UNESCO. Je vous ai parlé d'authenticité et d'intégrité. C'est le changement climatique. Le changement climatique peut aller perturber
un peu le motif qu'on connaît tous, hein, forêt, coteaux, plaine, mais aussi est-ce peut aussi aller toucher l'intégrité des vignes, des bâtis champenois et aussi des caves du sous-sol, qui est quand même très important dans notre inscription. Il faut qu'on soit vigilant. Et même si c'était le cas, parce que nous ne sommes que des hommes et ça nous apprend l'humilité, même si c'était le cas, c'est comment on maintient un haut niveau d'excellence et d'authenticité de ce territoire par rapport à son histoire, comment on transmet cette histoire, comment on continue de raconter cette histoire et de la vivre, même si bah, peut-être que certains pans seront un peu modifiés et qu'il faudra s'adapter. Donc cette approche, elle est avec de nouveaux grands défis, nouvelles ambitions. Est-ce qu'elle s'élargit aussi en termes de périmètre? Qu'est-ce qui change entre le premier et le deuxième plan de gestion? Ah, je te vois venir, Amandine. Eh bien, effectivement, le premier plan de gestion, il a été conçu, j'allais dire, dans les règles de l'art de l'UNESCO. Donc, on avait un périmètre cœur, hein, le périmètre du bien inscrit avec nos zones cœur. Euh, et puis, il y avait cette fameuse zone d'engagement qui était portée par Pierre Cheval et qui a permis, en fait, d'associer l'ensemble de la zone d'appellation à la protection du bien. Et on sent bien que cette zone d'engagement, sur les 10 dernières années, elle a pris de plus en plus de place et qu'en fait, le bien ne peut pas être protégé sans cette zone d'engagement. Et donc, on avait vraiment besoin, dans le nouveau plan de gestion, que ça soit bien effectivement les zones cœur, les zones appartements témoins de cette inscription, avec tous les attributs qui sont résumés dedans, mais qui est aussi bien cette zone d'engagement qui en fait est porteuse aussi de ces attributs de façon différente et qui protège l'ensemble des attributs des zones cœur. Et donc là, pour nous, c'est vraiment très important d'avoir cette zone d'engagement qui soit associée. Donc c'est finalement ce qu'on a déjà fait sur les 10 premières années, mais sur lesquelles Jacques reviendra aussi, c'est on les avait emmenés, mais là, c'est vraiment, ils ont eu leur mot à dire sur ce plan de gestion et sur la façon dont eux percevaient la suite. Merci Séverine. Alors Jacques, comment cette ambition, elle est concrètement traduite dans le plan de gestion? Alors, elle est traduite d'abord par la méthodologie qui a été adoptée pour réinventer un nouveau plan de gestion, mais ça, je pense qu'Elisabeth nous en a parlé, hein, donc je ne veux pas redire les choses. Elle a pris son temps, 3 ans, et 3 ans de réécriture, et non pas une écriture à 4 mains ou à 2 mains, comme vous l'aviez fait, Amandine, il y a maintenant un certain temps, De manière brillante. de manière brillante, tellement brillante d'ailleurs que Ouais. nous n'avons pas eu à nous déjuger sur le Mm. premier plan de gestion, et ce qui a été une formidable occasion de ne pas partir sur une nouvelle page blanche, mais de prolonger le premier plan de gestion et le lui donner ce qui lui manquait dans l'écriture, mais non pas dans l'action. Parce que vous aviez à l'époque imaginé beaucoup de choses, mais en fait, naturellement, parce qu'il y avait beaucoup de vie dans cette association, on est allé plus loin. Voilà. Et donc, le deuxième plan de gestion intègre les actions qui avaient été engagées et qui n'étaient pas écrites dans le premier plan de gestion. Et elle intègre aussi des urgences qui n'étaient pas perçues comme telles, Séverine vient d'en parler, comme l'urgence climatique et son incidence sur les paysages, la biodiversité et la préservation des espaces aériens et Et souterrains, hein, souterrain. d'ailleurs, hein. Et donc, c'est ce qui a été voulu dans le deuxième plan de gestion. Il se traduit donc concrètement par 5 grandes thématiques qui ont déjà été dites, je rappelle en une seconde, les paysages, le patrimoine et l'urbanisme, le changement climatique, la biodiversité et les sols, deuxième thématique, troisième thématique, médiation et culture, quatrième thématique, tourisme et activité, et enfin, cinquième thématique, gouvernance et coopération. Dans ces 5 grandes thématiques-là, qui rassemblent l'ensemble des actions qui sont menées par la mission, nous déclinons 43 fiches actions. Alors, je vais pas les détailler. Les gens que ça intéresse pourront aller les chercher, je suppose, sur Internet. Mais il faut souligner quelque chose, c'est que ce travail-là, il a été fait non seulement de façon extrêmement rigoureuse pour ne rien oublier, mais il y a plusieurs caractéristiques qui sont dedans. La première, c'est que non seulement les thématiques ont été validées, les fiches actions ont été validées, mais les organes comment dire, responsables de chacun des plans d'action
ont également été validés. Ils ont été recherchés et c'est un signe de très grande appropriation du nouveau plan de gestion, non pas par rapport à l'ancien, mais pour reprendre ce qui avait été vécu dans une stratégie que moi j'aime bien appeler la stratégie du circuit court. Mm. Quand nous sommes face à un problème, à une question, eh bien plutôt que d'essayer d'y répondre seul et puis de transmettre à d'autres qui vont transmettre à d'autres, tous les acteurs ont été mis dans la même salle, travaillé ensemble de façon euh, Dynamique. avec une très grande contemporanéité, une très grande immédiateté. Et on retrouve ça dans les porteurs des fiches actions et qui rassemblent la mission, qui rassemblent le comité Champagne, bien sûr, au premier rang, qui rassemble l'université, qui rassemble les parcs naturels, qui rassemble les collectivités territoriales, qui rassemble l'État. Et donc, chacun a pris sa part de responsabilité pour le deuxième plan de gestion. Ce qui correspond à ce qui était demandé par notre présidente, c'est que ce plan de gestion ne soit pas simplement un écrit, mais que ce soit aussi une prise de responsabilité partagée par l'ensemble des acteurs. Mm. Pour une raison simple, c'est que la mission UNESCO, elle fait une maîtrise d'ouvrage intellectuelle, mais elle n'a pas de capacité de maîtrise d'ouvrage réglementaire. Et tout ce sur quoi elle travaille et tout ce qu'elle préconise, elle ne peut le transformer que par les acteurs réglementaires qui ont, j'allais dire, voix au chapitre décisionnel dans notre espace, vont les reprendre et les adapter. Alors, c'est à la fois une faiblesse, mais en même temps, c'est une force. Mm. Parce que si on veut que tout ça passe, eh bien, il faut que les acteurs institutionnels les reprennent à leur compte. Mm. Merci Jacques. Donc là, j'entends finalement qu'on est dans un outil beaucoup plus engagé sur l'appropriation sur le territoire. Si vous deviez résumer le plan de gestion en une idée, Séverine, qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, là, quand on avait un peu travaillé ce rendez-vous, on s'était dit une idée, mais aussi par typologie d'acteurs. Comment on associe par typologie d'acteurs tout le monde, en fait. Moi, pour les élus, je me suis dit, ce plan de gestion, c'est un peu ce qu'a décrit Jacques juste avant. C'est une aide, c'est une base solide d'action, d'idées. En fait, on leur a donné des actions très concrètes où on voulait aller. On leur a dit, voilà, on se donne 10 ans pour faire tout ça. Et en fait, le plan de gestion, pour eux, c'est un socle et un guide sur les 10 prochaines années. Après, vis-à-vis des élus, j'aimerais leur dire, sans doute qu'il y aura des petits ajustements parce que justement, du fait même du changement climatique, il y a des choses, on a écrit des actions, mais il faut rester, comme je disais au début, humble et il va y avoir des changements et il faudra s'adapter. Mais toujours est-il que ça nous donne un cadre. Et pour les élus, c'est important qu'ils aient ce cadre et qu'ils sachent qu'on est à leur côté et qu'on est là pour les conseiller, les aider. Et donc ça, c'est tout l'enjeu qu'on a vis-à-vis des élus, c'est vraiment d'aller à leur rencontre et de pouvoir les soutenir, les aider dans leur mission d'aménageur du territoire, qui n'est pas toujours évidente, où ils sont un peu laissés tout seuls. Et Jacques en sait quelque chose en ancien maire de Sillery. Euh, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Vis-à-vis des habitants, c'était véritablement que là, pour le coup, nous, on a une action majeure, c'est comment ce plan de gestion passe euh, aux habitants. Et là, c'est très dur parce que certains sont totalement au courant qu'on est inscrit, d'autres ne s'y intéressent pas forcément. Et j'allais dire que là, c'est tout le rôle de la médiation et de la transmission et tout le travail que fait Anne Cabin-Saint-Marcel avec Monique, avec Jean-Marc, etc. C'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants et aussi de la jeunesse. Et donc là, on a vraiment toute cette volonté d'aller peut-être encore plus expliquer que lors du premier plan de gestion c'est quoi cette inscription pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et en fait, c'est quand même transmetteur de deux grandes choses, la fierté et des jeunes qui sont fiers de leur territoire, même s'ils peuvent habiter plus tard ailleurs, ils auront toujours envie d'en parler, d'y retourner, d'y emmener des gens. Et donc ça, c'est très, très fort comme vecteur. Il y a cette fierté. Et pour les jeunes, il y a aussi la connaissance, c'est leur apporter de la connaissance, parce que quand on connaît, ben, on est encore plus fier et on voit tout ce qui a été fait derrière. Donc il y a ces deux vecteurs et ça, nos conventions avec le rectorat
et avec l'université vont nous permettre d'aller creuser tout ça et ça va être plus fort. Et puis ensuite, il y a une troisième typologie d'acteurs avec lesquels on travaille. Bon, alors je ne parle pas de l'État et de ses services parce que on est totalement en lien avec eux. Mais la troisième typologie d'acteurs, c'est la filière. C'est les vignerons et les maisons. Et ça, je crois qu'on s'en est beaucoup occupé dans les 10 premières années. Mais là, il va falloir consolider. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup, qui ont compris ce que ça leur apportait. Maintenant, il faut poursuivre, il faut continuer à entretenir, à embellir, à valoriser. Et là, nous, on a une autre typologie d'acteurs qui est à côté de la filière, mais qui fait partie du paysage. C'est les agriculteurs qui sont dans la plaine. Et quand même, vis-à-vis des agriculteurs, vraiment leur dire, en fait, vous faites partie de ce paysage et il va falloir que vous compreniez comment ce paysage peut aussi, d'une part, vous rendre fier, mais aussi économiquement être intéressant pour vous. Parce que vous avez des choses à faire. On sait tous, avec les acteurs du tourisme avec lesquels on travaille beaucoup, que l'agritourisme existe et que c'est une porte d'entrée sur le territoire. Donc voilà. Merci Séverine. Jacques, alors une idée, si vous ne deviez Alors, une en idée, retenir qu'une. alors une idée, mais J'ai été mauvaise élève. qui vient de m'être vraiment inspirée, suggérée par Séverine. C'est la transversalité. Mais tu l'as dit sans le dire. Mm. Je vais le dire à ma Le façon. décloisonnement, ouais. Le décloisonnement. On sait bien aujourd'hui, lorsqu'on est responsable de telle institution ou telle association, on a notre propre légitimité, on est dans notre couloir de nage, et peu importe la réussite Mm. des autres, il faut que nous, on réussisse. Eh bien non, il Mm. n'y a pas de réussite par couloir de nage, il y a toujours des réussites par interconnaissance, par respect des autres. Et la réussite d'un territoire, elle ne peut être que globale. Mm. Et je dirais que l'essence même de la mission, elle s'est découvert ça très vite. Et le premier plan de gestion a déjà permis de manifester ça. Le deuxième le met au jour, tu viens de Mm. l'expliquer, par la chaire UNESCO, par le travail fait avec le Mm. rectorat, par un certain nombre d'actions. Et je trouve que c'est ça qui caractérise le deuxième, enfin, une idée, un concept, Mm. cette notion de transversalité. On ne peut plus avoir, on parle souvent d'un mot, bon, une grande phrase, mais penser global, agir local. Mm. Penser global sur notre territoire et agir Par silo. par silo, mais pas en stratégie de râteau, quoi. Chacun dans son truc et les autres, je m'en fiche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on soit de façon permanente conscient des difficultés ou des atouts des uns et des autres. Et on revient à cela, à l'écriture du plan de gestion. Elle s'est faite dans cet esprit-là. Ah oui. Donc un cadre collectif, Oui, une responsabilité partagée. c'est Voilà. ça. Mm. Alors une dernière question, peut-être cette fois-ci un peu plus personnelle. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux acteurs de notre territoire pour 2035? Ah, très belle question. 2035. Alors, si on est en perspective de 2035, je serais tentée de reprendre la phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Parce que je pense que on est dans une période là aujourd'hui en 2026 qui est assez angoissante. Et finalement, je pense que des projets de territoire portés par exemple par ce type de plan de gestion, ben, c'est justement des projets qui permettent d'avoir une vision de l'avenir un peu plus sereine, parce qu'on est portés les uns par les autres. Et ce que disait Jacques juste avant c'est vraiment l'esprit de la mission, c'est d'arriver à décloisonner, d'arriver à avoir une responsabilité partagée autour d'un projet qui est quand même juste énorme. Ce que Pierre Cheval est allé chercher avec toi, Amandine, et tous les gens qui étaient autour de vous, dont Jacques d'ailleurs ici présent, euh, c'était d'aller chercher un souffle, quelque chose de supérieur justement à nos vies, à nos silos, à nos structures, à nos habitudes. Et ça, cette inscription, elle a apporté ce souffle. Et en fait, ce plan de gestion, il porte aussi ce souffle de, bien, quand on est ensemble, on est plus fort, on va plus loin. Et en fait, même si on a des peurs, même si on ne sait pas trop ce que le changement climatique, ça va provoquer sur notre territoire, on ne sait pas trop comment les équilibres économiques et sociaux vont se transformer,
et ben mine de rien, là, on a un souffle qui nous porte tous ensemble à se dire, bah voilà, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. C'est tout ce qui nous a été transmis et qu'on a envie de transmettre aux autres générations et pour lesquelles on est capable en fait de se réunir et d'avancer ensemble. Moi, c'est ça qui me Oui, porte. oui, oui. Alors, Je vais prolonger. Tu, j'envoie la balle, tu le m'as ballon inspiré, rugby. Séverine, et je vais utiliser une formule qui n'est pas très élégante, hein. Ça Euh, m'étonne de toi. c'est quoi la gestion de l'avenir et de se dire, c'est d'avoir les pieds dans la gadoue et le regard dans les étoiles. Oui. Très bien. Et ne jamais oublier les étoiles, ne jamais oublier l'horizon, ne jamais oublier la perspective, mais avoir conscience de façon permanente de ce que sont les difficultés à traverser au quotidien et les succès d'ailleurs, ou les échecs. Et en fait, c'est ça que je me dis, c'est que les 10 ans qui viennent, au bout des 10 ans, on n'est pas de regret. Et je suis sûr qu'on n'en aura pas parce que la qualité des personnes qui composent cette mission, que ce soit vous, Amandine, votre équipe, la présidente, le conseil d'administration ou le conseil scientifique, euh, nous avons la prétention, c'est une prétention, d'avoir une notion assez éclairée et assez aiguisée de ce qu'est l'intérêt général. Mm. C'est-à-dire, nous ne prétendons rien au bénéfice de ce que nous sommes, Mm. nous prétendons tout au bénéfice du collectif. Et ce travail permanent, d'ailleurs, qu'on constate, on l'a constaté avec l'hyperannuel, on le constate avec toi, Séverine, et on le constate avec bonheur, mais je trouve que c'est peut-être ça qu'on doit avoir en ligne de mire pour l'année 2035. Merci Jacques, Bravo. merci à vous deux. Merci, Amandine. Qu'est-ce qu'on retient? On retient exigence, on retient enthousiasme, on retient collectif. C'était passionnant et on vous remercie pour cette conversation qui nous emmène dans l'avenir. Merci à vous deux. Merci.